En France, on va maintenant s'interroger sur la mouvance masculiniste, celle-là même dont s'est revendiqué un jeune de 18 ans mis en examen hier, suspecté d'avoir voulu s'en prendre à des femmes. Une affaire confiée à l'antiterrorisme. Alors qu'est-ce que c'est que cette mouvance masculiniste et quelle est son ampleur en France? On va en parler avec nos invités, nos experts que je vous présente. Laura Vercaire est avec nous, bonjour et bienvenue. Bonjour. Maîtresse de conférences et spécialiste des questions de féminisme et de masculinité. Stéphane Vogetta est également à nos côtés, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député apparenté EPR des Français de l'étranger. Vous avez été missionné par ailleurs avec le député socialiste Arthur Delaporte pour faire le point sur les enjeux du numérique. Et parmi ces enjeux, il y a la question du masculinisme. On est également avec Noémie Schulz. Bonjour Noémie, bonjour, notre spécialiste police-justice ici à France Info. Et on est connecté avec Pauline Ferrari, journaliste indépendante, spécialiste des nouvelles technologies, des questions de genre et des cultures web, aussi autrice de Former à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux. On va évidemment prendre vos analyses et vos points de vue sur la question, mais avant de vous entendre, on va revenir sur cette affaire dont je vous parlais à l'instant, ce jeune de 18 ans qui a été écroué hier, mis en examen. Le détail avec Nathalie Pérez. Timothy G, 18 ans, casier vierge, suivi depuis plusieurs semaines par la DGSI, les services de renseignement. Il participait à des groupes masculinistes sur les réseaux sociaux et c'est cette phrase postée sur son réseau TikTok qui a précipité son interpellation. Si je passe pas en deuxième année, je vais faire un carnage. Ces menaces étaient-elles sérieuses? Certainement pas, affirme son avocate. Moi, j'ai rencontré un adolescent en grande souffrance. C'est un adolescent en détresse et très loin de l'image d'un individu déterminé à passer à l'action. Domicilié chez ses parents à Firminy dans la Loire, le jeune homme a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et incarcéré. Selon les policiers, les suspects qui projettent des attentats sont de plus en plus jeunes. Depuis 2023, 70% des interpellés pour des attentats, des projets d'attentats en France sont âgés de moins de 21 ans. C'est la première fois que le parquet antiterroriste ouvre une enquête pour une affaire liée à la mouvance masculiniste. Noémie, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ce jeune de 18 ans ? Alors, il a été placé en détention provisoire, il a été mis en examen. Son avocate, on l'a entendu, avait demandé à ce qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. Elle estime qu'il y a un écart entre les faits qui sont reprochés à son client, qui n'a pas de casier judiciaire, qui est très jeune, c'est un jeune majeur, il a 18 ans. Cette qualification donc de terroriste, elle dit que c'est avant tout un jeune très mal dans sa peau, qui n'avait pas beaucoup d'amis, qui était en souffrance et qui a pu chercher à exprimer une forme de souffrance. En attendant, eh bien, elle n'a pas convaincu le juge des libertés de la détention de laisser son client en liberté sous contrôle judiciaire. Il a donc été incarcéré. Et l'enquête maintenant qui en est à ses prémices va se poursuivre. Ça va prendre du temps puisque, on le rappelle, cette enquête a été ouverte pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Ça sous-entend donc que ce jeune était en contact avec d'autres personnes. Est-ce qu'elles l'ont aidé à préparer, à réfléchir à ce passage à l'acte? Quel était le degré de préparation également de ce qui est qualifié d'attentat aujourd'hui par le parquet antiterroriste? C'est l'enquête qui va devoir le déterminer, qui va durer plusieurs mois, voire des années, et à l'issue peut-être un procès pour ce jeune. On parle du parquet antiterroriste, c'est la première fois qu'il est saisi dans une affaire liée à la mouvance masculiniste ? C'est la première fois, et c'est ce que nous a indiqué le parquet, effectivement, que le PNAT le parquet national antiterroriste, se saisit d'une affaire mettant en cause quelqu'un se revendiquant exclusivement de la mouvance incel, la mouvance masculiniste, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des cas, des personnes, des mises en cause pouvaient avoir un certain nombre de revendications, dont des revendications incel, on va le développer, mais donc cette haine des femmes. Là, visiblement, c'est la première fois que c'est la seule raison, le seul motif de ce passage à l'acte, même si ce matin, Gérald Darmanin a indiqué qu'un attentat avait été déjoué pendant les Jeux Olympiques. Et déjà, c'était un attentat masculiniste. Donc, j'ai effectivement posé la question au parquet national antiterroriste. Pourquoi est-ce que l'été dernier, il ne s'est pas saisi? Quand j'aurai des éléments de réponse, je vous les donnerai. Mais sans doute y avait-il dans cette affaire-là des choses nouvelles qui justifient cette saisine du PNAT. Cette qualification de terroriste, elle fait réagir notamment Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. C'était ce matin, on va l'écouter, puis je vais vous faire réagir vous aussi après en plateau. C'est un mouvement terroriste au sens littéral du terme. Et ces mouvements un peu effectivement étonnants pour nos concitoyens pourraient passer à l'acte et pourraient tuer demain des femmes parce que des hommes considèrent que les maux de la société viennent d'elles.
Laura Verker, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le masculinisme est une mouvance terroriste, comme le dit le garde des Sceaux? En tout cas, c'est une mouvance qui peut tuer dans ses formes les plus extrêmes. Après, c'est une mouvance longue, le masculinisme. Donc, on parle beaucoup de haine des femmes, la haine des femmes, donc la misogynie, mais c'est aussi, surtout, un mouvement qui existe en réaction au féminisme. D'ailleurs, il y a le mot « isme » dans les deux mots. Ils se sont construits en parallèle. Le masculinisme, c'est une réaction aux avancées des droits des femmes. Donc, c'est d'abord une réaction contre donc supposer que les hommes, en fait, les rapports de force seraient inversés et que désormais, en fait, les hommes seraient dominés ou en tout cas en crise face à l'avancée des droits des femmes dans plusieurs domaines, la justice, la famille, la sexualité, l'intimité, etc. Donc, en tout cas, il y a un continuum, il y a une histoire longue, c'est un mouvement, c'est des idées, mais ça peut, dans ses formes les plus extrêmes, et c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui et qu'on a l'impression et qu'on révèle aussi ces mouvements qui existent depuis très longtemps et qui sont étendus sur le globe, ça peut tuer, en tout cas. Stéphane Vojetta, votre sentiment pour cette qualification de terroriste pour la mouvance masculiniste, est-ce qu'effectivement il faut la qualifier comme ça, comme l'a fait le garde des Sceaux? C'est une mouvance, c'est une forme de pensée qui se répand dans nos sociétés, dans les sociétés occidentales, et pas que. On l'observe particulièrement sur les réseaux sociaux, et dans ses conséquences les plus extrêmes, elle peut arriver à des implications violentes, les applications d'usage de la violence, en particulier vis-à-vis des femmes. Si c'est des usages massifs et systématiques, ça peut être clairement qualifié de terrorisme du point de vue juridique. Après, c'est effectivement une mouvance qui doit nous inquiéter. Non pas parce qu'on n'est pas d'accord avec un discours qui valorise la masculinité. C'est pas ça, le masculinisme. Ce n'est pas valoriser la masculinité. C'est vouloir revenir en arrière sur des siècles qui nous ont permis et ont permis à la femme d'arriver, ou d'aspirer en tout cas, à une égalité avec l'homme. Et ce discours masculiniste, on le retrouve notamment colporté sur les réseaux sociaux par des influenceurs et écouté, entendu par des personnes qui sont, par définition, influençables. Malheureusement, ces jeunes qui aujourd'hui sont amenés à la violence, ils sont souvent amenés par une écoute trop régulière de ces discours. Et si vous avez vu la série Adolescence sur Netflix, eh bien, c'était un exemple typique de ce qui peut se passer. Série britannique qui, par ailleurs, je crois, a été diffusée dans des écoles britanniques parce que, justement, il y a ce lien entre réseaux sociaux, masculinisme, qui, parfois, dégénère complètement et arrive à des morts. Un mot juste sur cette saisine du parquet national antiterroriste. C'est un sujet qui est récurrent. On l'a vu récemment avec la saisine du PNAT dans le cas d'une attaque raciste, alors qu'il ne s'était pas saisi lors du meurtre de la mosquée de Grande-Combe. Il y a des critères. La loi définit les cas dans lesquels on va qualifier une attaque de terrorisme lorsque des actes sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Là, le fait de vouloir s'en prendre à une catégorie de la population, les femmes, la présence de couteaux dans le sac à dos de ce jeune et sans doute, encore une fois, les personnes avec lesquelles il était visiblement en contact via les réseaux sociaux sont sans doute autant d'éléments qui ont amené le parquet national antiterroriste à se saisir de cette affaire. Pauline Ferrari, j'aimerais que vous nous aidiez à définir un petit peu les choses, parce qu'on a parlé de masculinisme, on a déjà un petit peu abordé ce que c'était, mais Noémie parlait aussi tout à l'heure de tendance incel. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Est-ce que c'est la même chose, incel et masculinisme? C'est pas du tout la même chose et je pense que c'est important justement de bien faire la distinction. Les incels, c'est une communauté à l'intérieur du mouvement et de la galaxie plus globale du masculinisme. Incel, c'est un mot valise qui veut dire involuntary celibate, donc célibataire involontaire. C'est un mouvement qui s'est créé sur Internet dans les années 90 et qui regroupe des hommes, souvent jeunes, qui n'ont pas accès à la sexualité hétérosexuelle et qui blâment les femmes pour ce non-accès à la sexualité. C'est-à-dire que pour eux, s'ils n'arrivent pas à avoir des relations affectives et sexuelles avec des femmes, c'est à cause des femmes qui les rejettent, qui sont manipulatrices, qui préféreraient les bad boys, ce genre de choses. Et c'est une communauté, malheureusement, qui est souvent surreprésentée dans les cas d'attentats masculinistes à l'étranger, notamment en Amérique du Nord. On pense à l'affaire Elliot Rodger en 2014 en Californie, Alec Minassian à Toronto en 2018. Bref, c'est une communauté qui a déjà été impliquée et qui est surtout très organisée et très très présente dans l'île.
Alors, on va regarder, maintenant qu'on a clairement dans la tête la définition de ces termes-là, ce que ça donne le masculinisme, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un gros point et un gros combat aussi engagé par le gouvernement. On aura l'occasion d'en parler avec vous, Stéphane Vogetta. On a pris 2 exemples, celui d'Hugo RF et celui d'Alex Hitchens, qui sont 2 influenceurs que vous connaissez et vous nous en parlerez évidemment. Et voilà notamment ce qu'ils disent sur leur réseau et sur TikTok. Si t'es en couple, il faut mettre en place des règles dès le début. Frérot, si tu laisses ta copine aller en boîte tous les week-ends alors que ça te dérange, elle va toujours chercher à creuser plus loin. Et au bout du chemin, t'étonnes pas qu'elle se retrouve dans des soirées privées avec 15 mecs à poil toute seule. Les femmes, c'est comme les enfants. Donc en fait, être parent, c'est ingrat parce que quand ils grandissent, ils ne sont pas redevables dans la plupart des cas. Avec une femme, c'est la même chose. Je te jure, tu vas t'occuper d'elle et elle ne va pas te le rendre. Elle ne sera pas redevable vis-à-vis de ça. C'est des ingrates. C'est comme les enfants, c'est des ingrats. Elles font que parler. Elles parlent, comme les gosses. C'est des putains d'enfants. Y a pas, je suis pas fou, les gars. Bon, après, on va dire que je suis misogyne à cause de ce genre de propos. Voilà pour ces extraits, ça en est 2 parmi énormément. Le dernier homme qu'on a entendu, Alex Hitchens, vous l'avez interviewé en quelque sorte voilà, lors d'une commission TikTok. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il vous a dit des propos comme ceux qu'on vient d'entendre qu'il tient ? Ça s'est très mal passé, en fait, puisque cette personne, cet influenceur, n'a pas accepté d'être mis face à son discours. Il nous a accusé de tergiverser ses propos. Il n'y a pas besoin de tergiverser grand-chose dans ce qu'on vient d'entendre. Et il a dit bien pire. Il a dit bien pire à d'autres moments. Et je pense que cette personne fait partie du problème. On peut avoir un discours qui vante la masculinité, pourquoi pas. Mais le discours qui tente à rabaisser les femmes, à les placer sous la domination, voire même sous l'emprise systémique des hommes, c'est un discours dangereux et qui peut déboucher sur des discours de violence, notamment parmi ceux qui, sous l'emprise de ceux qui se présentent comme des mâles dominants, comme M. Hitchens notamment, ceux qui se perçoivent, eux, comme les incels, les mâles dominés, on va dire ça comme ça, peuvent concevoir la violence comme une réponse. Et quand on voit, lors de la fête de la musique, 145 cas de personnes, de femmes, qui ont rapporté à la justice avoir été piquées, victimes de piqûres, on se rend compte qu'il y a un mouvement systémique, systématique, qu'il faut essayer de maîtriser. Il y avait notamment, je ne me rappelle plus de son nom, mais un influenceur qui avait fait la polémique sur les réseaux sociaux et je crois dans le compte a été fermé parce que justement il faisait des blagues entre guillemets sur ses piqûres et sur le fait d'en faire. Est-ce qu'aujourd'hui il faut considérer que les réseaux sociaux c'est l'antre du masculinisme ? Qu'est-ce que vous en pensez, Laura Verca ? Alors, je dirais oui et pas que. Bon, déjà, le masculinisme, comme je disais, c'est une histoire longue. Donc là, les réseaux sociaux, en fait, ça vient catalyser. Ça vient, mais un peu comme tout un tas de phénomènes, en fait. Souvent, ça vient catalyser le phénomène. Après, il y a les réseaux sociaux, mais on voit bien à côté l'élection de Donald Trump. Enfin, voilà, cette multiplication des figures présidentielles conservatrices qui jouent de la masculinité et aussi de tout un discours masculiniste de façon complètement décomplexée. Donald Trump, Javier Milei en Argentine, et en même temps aussi le monde de la tech qui affirme, mais avec un revirement, on pense à Zuckerberg qui a dit qu'il fallait remasculiniser les entreprises, qui a mis fin à des politiques d'égalité dans les entreprises. Donc, je pense qu'il fallait faire la part belle à l'agressivité dans les métiers. Voilà, il fallait remettre de l'agressivité pour la performance au sein des entreprises, etc. Avec toujours aussi ce profil il fait de la MMA, avec la revendication de faire des sports violents, etc. Donc en fait, je pense qu'il il y a les réseaux sociaux et puis après il faut les resituer aussi dans un contexte où en fait il y a un discours masculiniste décomplexé aux plus hautes sphères aussi des États et qui circule aussi du coup dans les médias, enfin de façon voilà, il y a un continuum de ce point de vue-là. Ça veut dire, si je vous entends bien, et je voudrais votre avis aussi, Pauline Ferrari, là-dessus, que finalement, des discours dont certains viennent de personnalités politiques de très haut rang et ce qui se dit sur les réseaux sociaux, tout ça se nourrit pour faire du masculinisme une énorme bête qui continue à grossir ? Absolument, et puis surtout, comme le disait très bien votre invité, on n'a pas attendu Internet pour être misogyne. La misogynie, elle n'a pas été inventée sur Internet, comme le racisme n'a pas été inventé sur Internet ou les LGBT-phobies. Mais par contre, les réseaux sociaux sont une loupe, sont un catalyseur de ce qui se passe dans le reste de notre société, dans un contexte politique, bien sûr, mais aussi dans les discriminations que peuvent vivre les personnes minorisées dans la société. Et c'est-à-dire que ces discours-là masculinistes viennent appuyer
appuyer sur des stéréotypes de genre et sur des discriminations qui sont déjà présentes à l'école, dans le monde professionnel, dans les médias, etc. Et donc forcément, ça se nourrit et l'algorithmique aussi vient nourrir cette parole, la renforcer et amener à potentiellement encore plus de radicalisation. Mais Pauline Ferrari, est-ce que les misogynes d'il y a 40 ans sont les masculinistes d'aujourd'hui ou est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? La différence qu'on peut y percevoir, c'est que avec l'avènement de certains réseaux sociaux et notamment de TikTok et d'Instagram, c'est qu'on a une professionnalisation de l'influence. Et donc, tous les hommes qu'on montre, là, Alexis Chance ou d'autres, ce sont des influenceurs. Et ce sont des personnes qui vendent des choses, qui vendent des produits, mais qui vendent aussi des idées sur le marché des idées. Et donc, forcément, le fait de monétiser quelque chose, un produit, une formation pour devenir plus musclé, plus viril, etc. C'est aussi l'occasion d'avoir un discours très agressif en ligne pour essayer de convaincre les plus jeunes. Et donc, en fait, on se retrouve juste avec une circulation de pensée, une circulation d'idées qui est encore plus franche et qui est aussi d'autant plus individualisée de par nos fils d'actualité. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte, c'est qu'on n'a pas le même fil d'actualité de nos voisins, et ce qui amène à une pensée assez solitaire et collective à la fois sur nos réseaux sociaux, parce qu'on voit ces vidéos et on a l'impression que ça nous parle individuellement. Stéphane Vogetta, votre réaction sur cette monétisation du masculinisme, parce que c'est aussi du coup de ça dont on parle sur les réseaux sociaux. C'est une réalité, et lors de la commission d'enquête sur TikTok, on a bien compris les modèles économiques d'un Alexis Chance, par exemple, qui même si on lui ferme son compte, et comme ça a été le cas quelques jours après sa malencontreuse audition, eh bien, il y a des personnes qui vont répliquer ces contenus pour monétiser eux-mêmes et bénéficier de l'exposition et de la demande pour ce type de discours. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que nous penchions très sérieusement sur le rôle des réseaux dans la diffusion de ces discours qui peuvent mener à une violence réelle. Et c'est dans ce cadre, si vous me permettez, que vous êtes aujourd'hui missionné. Voilà, avec le député socialiste. Le Premier ministre François Bayrou et son gouvernement nous ont missionnés, Arthur Delaporte, mon collègue socialiste et moi, afin de continuer notre travail transpartisan pour la régulation, notamment de l'influence, mais pas uniquement. La régulation de l'ensemble des dérives qui touchent le monde numérique et qui affectent ceux qui suivent les influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais quand on vous entend, et quand on vous entend notamment, pardonnez-moi, sur ces comptes de masculinistes qui peut-être sont fermés, supprimés, mais d'autres qui se créent, on se demande quand même par où prendre le problème pour arrêter ça sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des débuts de pistes, puisque vous avez déjà en fait commencé à réfléchir depuis plusieurs mois là-dessus? Oui, et puis j'ajoute Laure Miller, ma collègue députée, qui est la rapporteure de cette commission d'enquête TikTok. On travaille sur le sujet. On a travaillé sur le sujet depuis 3 ans avec Arthur Delaporte. C'est un sujet complexe. La technologie évolue, les pratiques évoluent. Chaque réseau social a ses règles du jeu, son type d'algorithme. Les influenceurs ont des pratiques qui évoluent plus vite que la loi. Mais nous, on a 6 mois maintenant. 6 mois pour présenter au gouvernement. Mais il faut viser qui? Pardonnez-moi. Faut viser les réseaux sociaux et ceux qui les dirigent, ou faut viser les personnes qui aujourd'hui font de l'influence masculiniste? D'une manière ou d'une autre, il faut que nous arrivions en France et en Europe, à imposer une responsabilité éditoriale aux réseaux sociaux. Nous ne pouvons plus accepter de voir les réseaux sociaux, les grandes plateformes numériques se voiler la face et dire « Désolé, ce qui se passe sur mes réseaux, c'est pas ma responsabilité. S'il y a des contenus pro-terrorisme, pédophiles ou pédocriminels, ce n'est pas à moi d'en porter la responsabilité, ce n'est pas à moi de les retirer systématiquement. Si la responsabilité, elle existe, elle doit être assumée par ces personnes qui font des milliards d'euros chaque année sur la diffusion de contenus qui sont parfois nuisibles pour la société. Et c'est ce à quoi nous devons nous atteler en France et en Europe. Mais les gens qui sont à la tête de ces réseaux, en partie en tout cas aujourd'hui, c'est des gens qui ont décidé de réduire la modération, qui parfois adhèrent à ces thèses masculinistes. Laura Verker, comment vous voyez cette situation et ce qu'on peut faire contre ça? C'est ce que j'allais dire, c'est que là il y a aussi un continuum entre l'idéologie de ceux qui pensent ces grandes infrastructures numériques et qui pensent les algorithmes, parce qu'en fait quand on pense technique, on a l'impression que c'est neutre, mais il y a des choix, il y a des décisions qui sont faites derrière, et l'idéologie de ces masculinistes. Et les enjeux, c'est des questions de visibilité, en fait. Et peut-être qu'il y a une survisibilité et qui donne l'impression d'avoir un mouvement massif en termes de quantité, mais les algorithmes sont faits, en fait, pour visibiliser particulièrement les idées extrêmes. Est-ce que la monétisation, ça se base sur le clash, donc il faut polariser. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité, en France en tout cas, à quantifier ce mouvement masculiniste? Est-ce qu'on est capable de dire si ces 5, 10, 15 dernières années, il a pris de l'ampleur, ou est-ce que c'est difficile à mesurer, justement? Laura Verker.
Alors, il faudrait... je ne sais pas s'il y a des études qui sont menées vraiment pour quantifier le phénomène. Ce qu'on sait, en tout cas, déjà, c'est que ça circule. Ça circule plus, c'est plus visible. Les algorithmes sont faits pour faire circuler ces idées-là. Il faudrait répertorier tous les influenceurs, les profils qui se multiplient sur les réseaux sociaux numériques. Peut-être que vous avez quelques chiffres sur le domaine. Mais en tout cas, non, ce qu'on sait, c'est que c'est plus visible. Et effectivement, dès qu'il y a des enjeux de monétisation, c'est un marché qui s'ouvre. Donc forcément, il y a des figures qui émergent. Il y a des chiffres ou pas, Stéphane Vojetta, à ce stade? Alors moi, je n'ai pas de chiffres. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ce matin sur vos antennes. Et à l'évidence, nous allons poser la question à la DGSI, effectivement. Est-ce que même ont des outils de suivi que nous, parlementaires, nous n'avons pas, mais qui nous permettraient de mieux quantifier, de mieux identifier les nids problématiques sur les réseaux sociaux et sur les réseaux? Noémie. C'est vrai que ce matin, Gérald Darmanin a fait savoir que la DGSI avait un bureau de suivi des incels, donc des célibataires involontaires ou masculinistes, de la même manière qu'on va surveiller l'ultra-droite, l'ultra-gauche, les islamistes radicaux. Donc effectivement, il y a un focus, et il y a une attention particulière des autorités, des forces de l'ordre autour de cette mouvance qui existe, enfin en tout cas qui s'est vraiment développée, je crois, depuis une dizaine d'années. Si on regarde en tout cas les attaques commises par des masculinistes, notamment dans les pays anglo-saxons qui sont assez en pointe sur ces sujets-là, si tant est qu'on puisse dire être en pointe en tout cas. Alors il y a eu en 1989, donc ça c'est très ancien, un homme de 25 ans qui s'était revendiqué anti-féministe et qui avait tué à Montréal, à l'école polytechnique de Montréal, 13 étudiantes et une secrétaire avant de se suicider. C'était une attaque qui a traumatisé le pays. Donc ça, c'est très ancien. Mais sinon, ces dernières années, effectivement, à nouveau, au Canada, en 2018, un homme se revendiquant de la mouvance a tué 11 personnes, principalement des femmes, lors d'une attaque au camion bélier. En 2014, c'est un Américain qui avait tué 6 personnes, dont 3 femmes avant de se suicider. Et en 2021, au Royaume-Uni, un homme qui avait tué 5 femmes. Donc on voit ça, c'est plutôt ces dernières années, effectivement, ces attaques venant d'hommes se revendiquant de cette mouvance masculiniste. Pauline Ferrari, comment est-ce que vous voyez cette lutte aujourd'hui contre les masculinistes, notamment sur cette question des réseaux sociaux? On l'évoquait ensemble, ça paraît un peu être si grand, si gros qu'on ne sait pas par où prendre le problème et à qui vraiment s'attaquer. On peut s'attaquer aux plateformes et je pense qu'on doit s'attaquer aux plateformes comme le disaient vos invités. Il y a des tentatives qui sont faites au niveau de l'Union européenne, mais il faut aussi que les plateformes jouent le jeu. Et ce qu'on remarque, c'est que les plateformes, en fait, elles ne veulent pas jouer le jeu parce que ces contenus qui génèrent énormément d'engagement et de revenus leur profitent aussi économiquement. Je pense qu'il y a un travail aussi très important à faire au niveau de l'éducation, que ce soit l'éducation à l'égalité, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, pour essayer justement de repérer les discours masculinistes dès le plus jeune âge, essayer de les déconstruire et pour amener un autre regard que juste ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou juste ce qui se passe dans la famille, etc., etc., mais avoir un focus aussi sur l'éducation et sur la question de la santé mentale. Parce que, en fait, on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui rejoignent les mouvements masculinistes parce qu'ils se sentent en souffrance. Que cette souffrance, elle soit réelle ou en tout cas ressentie. Et je pense que c'est important aussi de travailler sur ce sujet-là. Stéphane Vojetta, vous vouliez réagir aussi? Oui, je pense que nous avons déjà en Europe commencé le combat pour essayer de mieux réguler les réseaux sociaux, ces plateformes numériques qui sont des plateformes non européennes mais qui ont une part de marché de 99,9% sur notre continent. Ce combat, il doit continuer. Avec Clara Chapaz, la ministre du numérique, et avec d'autres ministres, on va avancer. On va avancer et s'il faut convaincre, voire forcer la main à Bruxelles pour avancer et être encore plus contraignant pour les plateformes et les obliger à appliquer nos règles, il faudra l'être. Mais la question, c'est d'avancer aussi vite qu'eux. Parce que vous disiez tout à l'heure, ils ont toujours un coup d'avance. C'est ça, effectivement. Il faut arriver à être rapide. Sur la loi influenceur avec Arthur Delaporte, nous avions réussi en 6 mois à faire naître une loi et à la faire promulguer. Maintenant, il faut qu'on arrive, d'ici 6 mois, à avoir des propositions très claires et à ne pas se laisser limiter par l'alibi de la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est absolument indispensable, il faut la protéger, mais la liberté d'expression ne peut pas être la liberté de propager des discours qui incitent à la haine, à la violence, à la domination des femmes. Laura Vercar, un mot avant de se quitter, terminer cette discussion sur la prévention et l'éducation dont parlait aussi Pauline Ferrari. Ça doit se faire dès le plus jeune âge. Il y a par exemple certains programmes qui prévoient des interventions dans des écoles, y compris en CP, pour parler de ces questions à hauteur d'enfants, bien sûr.
Oui, bien sûr. Et puis, alors, effectivement, là, c'est croisé. C'est-à-dire, c'est une éducation à la question des stéréotypes de genre et puis une éducation aussi aux médias. Parce que c'est vrai que, voilà, les médias les réseaux sociaux prennent une place de plus importante dans la vie des jeunes, mais aussi dans l'enseignement. Et là, c'est vraiment aussi de comprendre, en fait, d'être réflexif aussi sur leurs pratiques et notamment le fonctionnement des algorithmes. Parce qu'ils sont de plus en plus alertes en fait sur la littératie médiatique, mais il y a encore quelques angles morts et notamment sur la question du fonctionnement des algorithmes et de l'influence sur ce qu'ils visualisent, pourquoi ils visualisent, comment s'orienter en fonction de leur goût, comment ça va renforcer leurs convictions, leurs idéologies, leurs pensées. Et comment ils se créent comme ça des bulles de pensée et d'idées qui viennent les conforter. Merci à tous les trois. Merci à vous également, Pauline Ferrari, d'avoir été en direct dans le 11-13 pour évoquer cette question de la mouvance masculiniste en France notamment, mais pas que. Merci.